Bon retour à toutes et à tous et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 21 septembre 2017, la boucle a été complétée pour la piste cyclable à proximité de l'hôtel de ville d'Amqui. Nous discutons gestion des matières résiduelles avec Vincent Dufour et nous surprenons l'un de ses agents. Michel Coutu nous présente la programmation automnale pour Diffusion Mordicus. Chantal Lavoie fait le point sur différents sujets d'actualité vous concernant. Pascal Saint-Amand invite les artistes et artisans à proposer leur candidature pour participer au salon qui leur est destiné, ainsi que la population en général à y prendre part. Nous rencontrons Nanny Godet de Rayon de Partage qui vous invite à profiter de leurs services. Nous visitons les coulisses d'un court-métrage historique tourné à Sébec et Amqui. Et nous terminons avec une excellente nouvelle pour la formation cadette de volleyball de l'Assaut d'Amqui. Mais d'abord, M. Pierre Raymond, président de secteur Vallée de la Matapédia pour les clubs de 50 ans et plus, vous invite à un spectacle bénéfice au profit de la Fondation Héritage 2000. Monsieur Raymond, on est ici pour parler d'un spectacle qui va être présenté prochainement au Club des 50 ans et plus à Amqui, le 23 septembre prochain à 20h. Mais ce spectacle, on va dire pourquoi d'abord il a lieu. C'est pour le financement de la Fondation Héritage. Parlez-moi un peu de cette fondation et pourquoi elle est née. La Fondation Héritage, c'est une fondation qui ramasse des sous pour aider les jeunes entrepreneurs à se partir en affaires. C'est sûr qu'il y a des critères d'admission. Aussi, on fait affaire avec les organismes de microcrédit. Autrement dit, celui qui veut emprunter des sous passe par les organismes de microcrédit. Il y a 3 organismes dans la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est sûr que les entrepreneurs doivent passer par les organismes de microcrédit. Mm-hmm. Nous autres, ça a été parti par le Carrefour 50 plus du Québec. C'est dans le but de laisser quelque chose aux jeunes, en fin de compte. Nous autres, c'est sûr que c'est les 50 et plus, mais on veut laisser un héritage à notre jeunesse qui pousse en arrière de nous autres. On veut les inciter aussi à rester en région. On sait que les régions se dévitalisent présentement. C'est pas toujours facile. Donc, c'est l'aide que nous, en tant qu'aînés, en tant que personnes plus âgées, plus mûres peut-être, on a nos expériences, on essaie à mettre ça au profit des jeunes qui veulent rester dans la région, si possible. Et c'est un grand territoire que vous couvrez. Oui, on couvre, on peut dire, du Kamouraska aller jusqu'aux îles de la Madeleine. C'est 14 MRC dans le Bas-Saint-Laurent et tout ça. Il y en a 8 dans le Bas-Saint-Laurent, puis 6 dans la Gaspésie et de la Madeleine. Et là, dites-moi un peu des exemples d'entreprises que vous avez pu aider. On peut aider, je ne sais pas, moi, une madame qui veut se partir un magasin de couture, à vendre des tissus. On a aidé, l'an dernier, on a aidé la distillerie Saint-Laurent de Rimouski. Puis on sait que c'est une bonne réussite de leur côté. On peut aider, je ne sais pas, quelqu'un qui veut se partir un salon de toilettage pour animaux. On a aidé aussi dernièrement une personne qui travaille en construction pour la pose de plancher puis tout ça. C'est ça. C'est le genre d'aide qu'on peut apporter à ça. En fin de compte, à peu près à toutes sortes d'entreprises au Québec. Et des fois, c'est le petit coup de pouce qui manque justement pour pouvoir aider un entrepreneur qui pourrait être refusé, soit dans une banque ou soit à la caisse. Et puis, combien de demandes vous avez à peu près? Des demandes, on peut en avoir pratiquement l'infini, sauf qu'on on se met des critères et puis il faut respecter ça. Puis aussi, regardez, je sais que l'an dernier, on a donné à 5 promoteurs qui cherchaient des sous. Cette année, peut-être que ça va être un peu moins, peut-être que ça va être seulement 3 ou 4, là, tout dépendant des activités qu'on fait pour ramasser ces sous-là. On donne, en gros, on peut donner jusqu'à 3 000 $. Ça peut être moins aussi. Même cette année, même, on a donné aussi à Lac-au-Saumon les jeunes là,
qui font des travaux extérieurs, puis tout ça, qui coupent le gazon, puis qui font de la peinture. On leur a donné une petite subvention cette année pour les aider dans leur entreprise. Et là, bien évidemment, pour pouvoir donner des sous, il faut en ramasser. Et d'où vient l'idée du spectacle? Le spectacle, c'est André Thériault et Dominique Brault, conteurs. Parlez-moi un peu de ces deux artistes. Monsieur Brault, Dominique Brault, je pense qu'il est déjà venu quand même dans la région ici. Moi, je l'ai déjà vu à Saint-Moïse. C'est le patelin où je demeure présentement. Puis je l'ai vu aussi, ça c'était à Saint-Moïse, c'était on a fait un souper chaud qu'on appelle. C'était un souper suivi d'un spectacle. C'est lui qui avait été embauché pour cette soirée-là. Tout le monde a bien ri là-dessus. Il est très plaisant, ce monsieur-là. Il est plein de vigueur. Bon. Et puis, je l'avais aussi vu l'année précédente, un spectacle qui s'était donné à Sébec, la salle communautaire de Sébec, pour un organisme aussi, dont je ne me souviens pas le nom, là. Et puis, bon, quand on m'a proposé, quand j'ai parlé de faire ce spectacle-là, de monter ce spectacle-là, il y en a qui m'ont proposé Dominique Brault. Ben, j'ai dit, vous ne me le vendrez pas. J'ai dit, il fait déjà partie de mes projets. Fait que, donc, j'ai embauché M. Brault. Ça va faire au moins la 3e fois que je vais le voir. Et puis, en ce qui concerne André Thériault, c'est quelqu'un qui demeure à Laval, que je connais depuis une 15aine d'années, qui, avec un compère, ils font une pièce de théâtre, qui peuvent promener en province, partout. Et puis, M. Thériault était à Lac-aux-Saumons cet été, à l'Oratoire, un mercredi soir. À l'Oratoire, il faisait un spectacle avec les chansons de Félix Leclerc. Et puis nous, ben, c'est son autre version, c'est des chansons du terroir. Chansons de la Bolduc, etc. Puis il est fantaisiste, fait qu'il nous fait embarquer dans les chansons. Fait que ça va être plaisant. C'est une soirée qui va être plaisante. Ah oui. Les deux semblent vraiment cocasses et j'ai connu aussi André Thériault et vraiment, c'est drôle tout au long de la soirée. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de billets. Je pense 65, c'est ça? Il reste à peu près 65 billets. Là. Je sais qu'il reste encore quelques jours. Il va sûrement en avoir quelques-uns à la porte, mais d'ici à samedi, ben, peut-être qu'il va me contacter directement. Je ne sais pas si je dois donner mon numéro de téléphone. On le voit dans le bas de l'écran. Vous le voyez dans le bas de l'écran. Bon, c'est ça. Jusqu'à samedi, 8 heures, vous pouvez toujours m'appeler. Puis s'il y en a, je vais vous les mettre de côté et payable à la porte. Et il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi pour l'avenir. Si les gens n'ont pas la chance de pouvoir se présenter à ce spectacle, il y a de quoi pour le mois de mars, hein, Oui, j'ai de quoi en mars pour le mois de mars. Ça va se passer dans une église et puis ça devrait être un rassemblement de chorales. Apparemment que c'est une chose qu'on n'a pas vue ici dans la vallée de la Matapédia. Possiblement qu'à date, il y aurait 5 chorales qui participeraient. J'aime autant pas nommer les chorales pour tout de suite. J'aime autant avoir des choses écrites avant de divulguer tout ça. Mais ça serait possiblement vers la fin mars. Puis même à ce moment-là, on serait en partenariat, la Fondation Héritage 2000, on serait en partenariat avec les Amis grands de la vallée. Et puis, un spectacle serait gratuit. À ce moment-là, ben, c'est sûr qu'on va passer à la quête ou le chapeau, comme vous voudrez. Là. Ça reste du financement quand même. Ça reste du financement. Et puis, regardez, ça va être libre. C'est une grosse église à Amqui, parce que si on la remplit, ça serait génial. Oui. Alors, c'est pas les idées qui manquent pour pouvoir ramasser de l'argent pour cette fondation. Non. Et puis, on vous souhaite encore de beaux projets à subventionner. Bien, merci beaucoup de votre invitation pour commencer. Puis, on va essayer de faire d'autres spectacles dans ce style-là pour faire sortir les gens de la vallée, que ça se promène d'une municipalité à l'autre. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à vous. Merci. Tout près de l'hôtel de ville à Amqui, un parc avait déjà été aménagé pour une piste cyclable et plusieurs personnes en profitaient déjà. Eh bien, maintenant, la boucle a été complétée, ce qui permettra de pouvoir en profiter encore davantage. Francis, toi, tu es responsable de la route verte ici dans la Matapédia pour développer tout ça. Dis-moi ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la vallée. Jusqu'à maintenant, depuis
2009, il y a environ 50 km qui ont été développés là, au niveau des territoires des municipalités. Principalement, c'est des accotements asphaltés, mais il y en a certains endroits comme ici, là, à Amkoui, qu'on a pu faire des pistes hors route. Et ici, il y avait un beau grand bout de fait initialement, quand vous avez commencé, mais là, vous avez décidé de terminer la boucle. Oui, justement, il restait 300 mètres à faire pour compléter la boucle, justement. Et on a eu une subvention au niveau de Développement économique Canada, qui est le programme d'infrastructure communautaire de Canada 150, qui nous a permis d'avoir le financement pour la moitié du coût d'aménagement. Et finalement, là, ça a quand même pas été trop difficile à faire parce que ça avait déjà été un peu tapé. Hein? Oui, il y avait déjà... le fond était déjà bien, on va dire, compacté. Et sur une photo aérienne, on voyait qu'il y avait un complément qui était à faire, on va dire, pour boucler la boucle. Et est-ce que c'est apprécié? Est-ce que tu as eu des commentaires déjà de la population? D'après ce qu'on entend parler, oui. Il y en a plusieurs qui marchent. C'est sûr qu'il y en a évidemment qui font du vélo. Aussi, il y en a qui se promènent en triporteur. Et potentiellement, aussi, il y en a qui peuvent faire du patin à roues alignées. C'est une belle place aussi là, pour ça. Et même cet hiver, ça doit être plus facile aussi pour ceux qui font du ski de fond, de la raquette. Oui, j'imagine que ça peut être emprunté facilement par ses utilisateurs. Et qu'est-ce qui s'en vient pour la route verte? Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? À long terme, on voudrait développer le nord du lac Matapédia, ce qu'on appelle la Seigneurie, faire une piste hors route là, pour relier Amkoui à Sébec, par le nord du lac. Et évidemment, tout le merveilleux paysage qu'on pourrait observer, ce serait assez intéressant. Oui, justement, encore là, on pourrait faire le tour, encore, on pourrait dire, du lac. On a déjà la voie principale qui entre de Sébec à Amkoui, par le rang 2, là, à Val-Bréant. Et Francis, ici, on voit qu'il y a eu un air plus plat. C'est plat, mais c'est pour quelque chose là, qui s'en vient. Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est que sur le parcours qui fait environ 900 mètres, il y a 4 endroits qu'on prévoit mettre des tables, des bancs, qui vont servir de halte, finalement. Quelqu'un pourrait venir pique-niquer ou bien, évidemment, quand il fait sa marche, la personne peut se reposer. Une bonne idée, puis c'est pas très loin du centre-ville. C'est vraiment pratique là, pour pouvoir sortir un peu là, de tout le bruit qu'il y a. Décrocher sans être trop loin. Alors, on invite toute la population à venir profiter de ce merveilleux sentier qui a été aménagé. Et puis, beau travail encore, Francis. Merci beaucoup. Merci à vous de vous y intéresser. Tout l'été, des agents sont passés de porte en porte pour vérifier les connaissances des matapédiennes et matapédiens en gestion des matières résiduelles. Nous rencontrons d'abord Vincent Dufour qui nous dévoile les résultats, puis l'un de ses agents. Vincent, on est ici pour parler des agents de sensibilisation qui se sont promenés tout l'été. Dis-moi, le projet est venu comment? Bien, le projet, un peu, c'est quand on a fait le plan de gestion des matières résiduelles, c'était un objectif qu'on s'était donné de faire une grosse campagne porte-à-porte pour le Bac Brun, une campagne qui devait avoir lieu l'année passée, mais pour toutes sortes de raisons, ça a été remis à cette année. Puis, ça s'était déjà fait un peu dans le passé. On avait fait ça avec le Bac Bleu à l'époque, ça avait eu des très bons résultats. Les gens ont besoin qu'on vienne chez eux les voir un peu. En même temps qu'on est dans leur quotidien, c'est plus facile de répondre à leurs questions comparativement à simplement envoyer de l'information aussi. On a une vie débordée. Donc, quand on reçoit des dépliants par la poste, c'est pas tout le temps qu'on a le temps de lire tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est un peu né de ce besoin-là. On s'était donné pour faire cette campagne-là sur 2 ans. Mais cet été, ça a tellement bien été que finalement, on a été capable de faire tout l'ensemble de la Matapédia durant cet été. C'est quand même très, très bon. Puis, c'est ça, les gens, on avait engagé 4 agents de sensibilisation qui, durant tout l'ensemble de la période estivale, ont été visités au-dessus de 5000 foyers dans Matapédia. Donc, c'était vraiment, on se concentrait dans les périmètres urbains, on essayait les endroits qui avaient le plus de maisons pour faciliter un peu le travail, parce que c'est sûr, lorsqu'on rajoute des distances, par exemple, dans les rangs, c'est plate un peu qu'on n'avait pas vu tout le monde dans les rangs, mais il faut comprendre, des fois, on perd plus de temps à se rendre à une autre maison que... Donc, ce sera peut-être
peut-être éventuellement les rangs à une autre campagne. Mais c'est ça, quand même un bon taux de réponse aussi des gens, très, très bon. En même temps, oui, on les informait, on les sensibilisait, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur faisait faire un petit sondage qui nous permet de ramasser un peu d'informations pour se dresser un portrait de, dans la MRC, ça ressemble à quoi présentement la gestion des matières résiduelles. Le sondage, il portait pas juste sur le bac brun, par exemple. Il portait vraiment sur tous les points de chute, tout ce qu'on peut mettre nos matières résiduelles. Bien, exactement. Puis ça nous permet de voir un peu aussi que, bien, d'un, le bac bleu, c'est un acquis. C'est 99 des gens l'utilisent. Soit à chaque collecte, soit à quelques collectes, mais sont très, très rares les gens qui ne l'utilisent pas. On a vu aussi avec le bac brun, ça nous permet de voir que après 2 ans, on a 50 des gens qui l'utilisent et 50 qui ne l'utilisent pas. Mais si on se compare un peu à à d'autres régions qui ont implanté le bac brun, on est dans le target, on est dans la cible. Donc, ça va aller en s'améliorant. Cette campagne-là sert à ça, à améliorer. Les agences, évidemment, les gens leur disaient, ben moi j'ai eu tel problème, les agents leur répondaient. Donc, ça risque de porter des bons résultats. Puis sinon, on en venait aussi, service de l'éco-centre, voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Une chose intéressante, ben d'un, on a vu que l'éco-site est quand même bien connu, encore du travail à faire, mais ça marche quand même bien. Au niveau du gazon aussi, de laisser les tonnes de gazon sur le terrain, quand 90 des gens font ça, c'est quand même bon. Le message a bien passé parce qu'on sait qu'il y a même des municipalités qui ont passé des réglementations pour obliger les gens à laisser les tonnes de gazon sur le terrain. Donc, on voit que c'est quelque chose que les gens ont compris, que les gens font. Même chose pour les feuilles, qui est à 75 3/4 des gens laissent leurs feuilles sur le terrain parce qu'ils voient les bénéfices de laisser ces matières-là se décomposer sur le terrain, qui apportent des nutriments, évidemment, au gazon et aux arbres. Et est-ce qu'il y a eu des changements là, pour les bacs bruns sur le bord du chemin? Je pense que ça a apparu, hein? On a déjà quelques rues qu'on voyait avant qu'il y avait beaucoup moins de bacs bruns, qui maintenant en a plus. Évidemment, c'est un principe, plus il y en a, souvent on se fait un peu sur le voisin pour la collecte aussi. Donc, quand le voisin met son bac brun au chemin, mais ah oui, c'est vrai, c'est la collecte du bac brun, donc on le fait. Donc, il y a ça qui a aidé. Puis aussi, ben, quand on est seul de la rue qui n'utilise pas le bac brun, on finit par réaliser que peut-être on devrait faire le petit geste de plus pour l'environnement, mais aussi au niveau économique, parce qu'on sait qu'il y a des avantages économiques aussi à utiliser le bac brun et utiliser le bac bleu contrairement à l'enfouissement. Donc, ça a déjà certains impacts. Moi, des rues que je ne voyais pas de bac brun, maintenant sont remplis de bac brun, donc on est content par rapport à ce niveau-là. Maintenant, ça va être la question de est-ce que les gens vont garder cette bonne habitude-là? Je l'espère et j'invite les gens à le faire, évidemment. Et s'il y a des gens qui n'ont pas été visités et qui aimeraient l'être, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable d'envoyer quelqu'un chez eux, mais si jamais les gens ont des questions, tout d'abord, on a le site de l'écorégie, écorégie.ca, ecorege.ca, où est-ce que déjà toute l'information est disponible, la même information qui est véhiculée par les agents. Mais aussi, les gens peuvent téléphoner au 418-629-2053, c'est la MRC de la Matapédia, au poste 1138. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions des gens. Si on est capable d'envoyer un agent, si jamais ça la donne, on va le faire, mais la campagne tire beaucoup à sa fin, là, fait que je ne suis pas certain qu'on va être capable. Puis sinon, également, par courriel, matresi, M-A-T-R-E-S-I, à commercial, mrcmatapédia.qc.ca. Parfait. Et là, on va aller surprendre un de tes agents, justement, qui va venir me visiter. C'est bon, j'ai hâte de voir ça. Tu t'es fait avoir? Moi, je sais que tu es un agent de sensibilisation en gestion de matières résiduelles. Oui, très exactement, en effet. Et puis, c'est pas la première porte que tu fais. Combien de portes tu as fait cet été? Je n'ai pas compté le nombre de portes, mais j'ai fait au moins la moitié d'Amqui, la Côte-Saumon, Causa-Piscale, puis Albertville aussi. Fait que pas mal, là. Comment tu te faisais recevoir quand tu arrivais chez quelqu'un, là? Comment ça se passait exactement? Souvent, on se présente justement comme bonjour, je suis un agent de sensibilisation, je travaille pour la MRC. Je viens vérifier vos habitudes de vie sur l'utilisation du bac bleu, le bac brun. Puis je leur demande s'ils ont le temps de faire le sondage ou pas, là. Puis si c'est pas le cas, je repasse une deuxième fois. Le sondage, ça ressemble à quoi? C'est plusieurs questions? C'est à peu près, c'est en bas d'une vingtaine de questions. Ça pose des questions sur les utilisations du bac bleu, l'utilisation du bac brun,
vérifier avec les gens, dans le fond, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche bien. Puis il y a aussi des habitudes comme pour l'écosite, puis la ressourcerie ou bien tous les services. Tous les points, dans le fond, finaux, là, où on peut faire balader un peu tout ce qui nous reste comme matière résiduelle, finalement. La réaction des gens, est-ce qu'ils étaient positifs à tout ça? Oui, la majorité des gens reçoivent bien. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant des services alternatifs, là, comme la ressourcerie ou la ressourcerie. Ouais, l'écosite, puis tous ces services-là, la plupart des gens le font bien. Des fois, c'est surtout des petits accros, des fois, comme pour les batteries, les gens ne sont pas au courant qu'il y a des points de dépôt locaux pour ça. Okay. Mais souvent, les gens font quand même ça assez bien, je vous dirais. Et pour le bac brun, je pense que c'était vraiment ça là, qui était le point le plus difficile à faire travailler pour les gens. Comment tu arrivais peut-être à les convaincre? Dans le fond, les gens souvent étaient ouverts à faire le bac brun, mais la première fois qu'ils l'ont fait, il n'y avait pas nécessairement les bons trucs pour bien le gérer, pour pas qu'il y ait l'aspect des verres, parce que c'est surtout ça que les gens ont frappé comme mur. Mais il y a des bonnes façons de gérer ça sans pour autant que ce soit économiquement une ruine, on va dire. Là. On peut acheter des sacs, ça peut être les journaux, ça peut être d'utiliser le congélateur ou le frigidaire pour les restants de table. Puis c'est surtout valide durant l'été parce qu'il fait trop chaud, bien sûr. Mm-hmm. Et quand tu repartais, finalement, est-ce que tu penses que tu en as convaincu plusieurs? Moi, je dirais que oui. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est vraiment ouvert à essayer le bac brun, mais souvent les gens ont juste besoin justement d'un peu de trucs, puis on leur parle, puis c'est pas tout le monde qui sont dans la même situation, c'est pas tout le monde qui va faire les mêmes trucs que les autres, mais souvent, quand même, pas mal, ouais. Mm-hmm. Alors, je pense que ça a été une expérience positive pour toi? Oui, c'était super. Je se promenais tout l'été, puis discuter des gens de quelque chose qui me tient à cœur, oui. Eh bien, merci beaucoup, et puis beau travail. Merci. Nous passons maintenant à Michel Coutu, directeur de Diffusion Mordicus. Michel, on se retrouve en ce début de saison pour savoir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu cet été avec Diffusion Mordicus. Bien, cet été, Nathalie, ça a été tout à fait extraordinaire comme saison. Encore une fois, je te dirais, on n'a pas battu de record d'affluence au niveau de la salle, mais ça s'est vraiment maintenu. Et je te dirais, on a peut-être eu 200 quelques spectateurs de plus que la saison dernière. On se rappelle que la saison dernière, on a eu 2 spectacles d'annulés avec Kevin Bazinet et Bob Walsh. Et là, tous les spectacles cet été ont été formidables. Et on a eu 3 spectacles à guichet fermé, entre autres. Et on a terminé la saison avec 3 matapédiens d'origine, entre autres Geneviève Charret, Louise Lessard et Éric Labbé qui nous ont donné un spectacle tout à fait extraordinaire. J'ai dû ajouter 20 billets le soir du spectacle et ouvrir la salle parce qu'on était à guichet fermé. Et là, j'appelle plus ça guichet fermé, c'était guichet enterré. Mais c'est ça, ils ont donné un superbe spectacle et on voit encore plus que les spectacles d'été en formule intimiste, les touristes plutôt arrêtent dans la Matapédia et consultent la programmation. Et on a un nombre croissant de touristes, justement, qui viennent participer au spectacle. C'est pas mal le fun. Et on a toujours des artistes incroyables. En passant, justement, des artistes plus établis, des artistes en rodage et des artistes qui ont des années de carrière. Entre autres, je pense à Michel Rivard, qui a fait Salcombe, il a fait des heureux soirs-là. Et la même chose pour René Martel cet été. Donc, c'est le fun de recevoir les vieux routiers qui viennent nous partager, justement, leurs nouvelles histoires, leurs nouvelles chansons. Donc, ça fut un été vraiment réussi, 10 sur 10 pour Diffusion Mordicus. Et Michel, évidemment, bien, il y a la programmation d'été, mais il y a celle qui s'en vient aussi. C'est déjà commencé. Effectivement, on a commencé le 9 septembre dernier avec une pièce de théâtre qui relatait l'histoire de Lac Mégantic. C'était tout à fait formidable. Et samedi dernier, devant une salle comble, les Voix de la Vallée ont donné leur grand concert qui célèbre leurs 50 ans d'existence. C'était tout à fait merveilleux. Et là, bien, sur scène, le 25 septembre prochain, on va présenter Émile Groff. Qui est Émile Groff? C'est toute une bébite, je vous dirais, qui a gagné, entre autres, à Petite-Vallée. Et ce spectacle-là vient en aide à la campagne Chanter plus fort que le feu, justement, dans le but de reconstruire
le village en chanson qui a été rasé par les flammes l'été passé. C'est très malheureux. Donc, il y a une partie des revenus de ce spectacle-là qui va être remis justement à la campagne pour leur donner un petit coup de main parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, salle Jean Cossette, 25 septembre avec Émile Groff. C'est un mélange un petit peu de Fred Pellerin et d'Émile Bilodeau. Spectacle en chanson, vraiment humoristique. Vous allez passer vraiment une belle soirée. Et Émile Groff a gagné la grande tournée découverte du Rosec, c'est-à-dire 11 spectacles dans le grand réseau. Donc, il ne faut pas manquer ça. Et dans la même semaine, le 28 septembre, c'est François Bellefeuille qui va venir essayer des nouvelles affaires à la salle Jean Cossette. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. On en a vu quelques petits extraits et c'est une chasse gardée pour ce show-là parce que on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est du grand François Bellefeuille. Donc, il ne reste pas grand billet. Dépêchez-vous d'aller acheter ça. Et en prévision, évidemment, d'avoir son spectacle vraiment parfait là, dans peut-être une année ou deux de programmation. Donc, on verra ça. Et on va poursuivre 3 octobre prochain avec José Boudreau et son chum Louis-Philippe Rivard qui va l'accompagner. Et là, on doit le dire aux gens, vous savez qu'elle a fait un AVC. C'est de là ses conférences. On va en parler. Et elle a fait dernièrement un deuxième AVC et on a parlé avec elle la semaine passée. Elle est en pleine forme. C'est la passion qui la nourrit. Elle veut vraiment venir nous raconter ça. Donc, elle est hors de danger et juste à parler avec son copain, là, il disait oui, écoute, elle descendrait maintenant. Là. Donc, elle a été prise en temps oui, aussi. Exactement. Donc, 3 octobre prochain, c'est un mardi soir. C'est en collaboration avec la Fondation du CEMEC. Merci au CEMEC, justement, de collaborer avec nous pour présenter cette belle... C'est leur initiative et nous, on y était d'emblée, justement, pour faire ce spectacle-là. Un autre humoriste qui s'en vient... 18 octobre prochain, c'est un mercredi soir, Phil Leroy. Il reste, je viens de regarder, 72 billets seulement pour ce spectacle-là. Son premier one-man show, donc dépêchez-vous d'aller voir ça. Vous allez pas mal... D'après moi, il y a des bonnes critiques et les salles sont pas mal toutes pleines partout. Donc, on s'en vient, nous autres aussi, sur une salle pleine, avec guichet fermé cette fois-là. Un gars qui a passé à la voix. C'est une série émotion, c'est Matt Oloboski qui s'en vient. C'est un show, moi je l'ai vu cet été, en show complet. On avait vu le lancement à Québec à l'Impérial. Venez voir ça. Venez voir ça. Si vous aimez la voix de Matt Oloboski, c'est full band. C'est un show qui est plus sombre, mais qui est vraiment bon. Musicalement, c'est solide. Là. Au niveau guitare, c'est quelque chose. Donc, venez voir ça. Ça s'en vient. Et la date, je regarde sur mon petit dépliant, mais je ne fais pas les dates encore, même si c'est moi qui fais la programmation. 26 octobre prochain, c'est un jeudi soir en plus. Donc, c'est jeudi, c'est quasiment vendredi. Donc, ça finit bien la semaine. On va accueillir, évidemment, on a toujours une portion classique. Et là, pour le classique, on a misé, évidemment, sur les gens de la région. C'est le Quatuor Saint-Germain qui viendra performer ici. C'est le 28 octobre. C'est un samedi soir, donc acoustique. Ça va vraiment être bon, ça aussi. Présenté par Rouge FM, c'est Yann Perrault qui s'en vient. Yann Perrault avec comment s'appelle le show? Le Fantastique des Astres. Donc, ceux qui aiment la toune, là, J'aime les oiseaux et qui aiment justement la couleur de Yann Perrault, il faut voir ce show-là. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici. Même la dernière fois, le show avait été annulé. Il faut vendre des billets, mais là, ça va très bien. Donc, ça va être énergique, ça va être du grand Yann Perrault. Si vous aimez sortir de vos zones de confort, là, c'est le temps de venir voir ça. Donc, Pierre Hébert, un humoriste aussi qui a fait ses débuts ici à Amqui, en spectacle intimiste. Dans ce temps-là, on était à l'Hôtel de Ville. Et là, il revient avec son show, Le goût du risque. Le spectacle qu'il avait vendu, sans savoir qui était l'humoriste, il a vendu des billets à un peu partout, dans toutes les salles à guichet complet. Donc là, on l'accueille avec son gros spectacle, donc ça va être le 11 novembre prochain. Et Pierre Hébert, je pense qu'il reste quoi? 50 billets. Donc, faites-vous, dépêchez-vous. On fait plaisir aux enfants. La demande générale, le samedi 25 septembre, c'est le nouveau spectacle de Nicolas Noël qui va revenir. Donc, ça, il n'y a pas besoin de présentation, c'est le Père Noël. On va aussi accueillir Nicolas Jobin qui va être ici le 17 novembre prochain. Nicolas Jobin, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle de Lascaux au disco. Lascaux, les fameuses cavernes Lascaux qui ont été découvertes avec les dessins des hommes préhistoriques et tout ça. Il va partir, il nous raconte les 30... Il se concentre dans les 30 millions de dernières années de musique. Là. Il commence avec une roche, puis il finit avec un violon. Ça vous donne une idée. C'est très humoristique. Moi, j'ai vu le spectacle, j'en ai ri d'un bout à l'autre. Donc, il nous fait vraiment l'histoire de la musique en commençant avec rien. Comment les hommes préhistoriques ont découvert la musique, et il s'en vient jusqu'au classique, en passant par le rock et tout ça. Ils sont 4 sur scène, c'est vraiment un beau show. Donc, c'est un vendredi aussi, il ne faut pas manquer ça. On va avoir un show aussi qui va bouger énormément dans la série Émotion, c'est The 10 String and a Goat Skin. C'est 3 jeunes de l'île du Prince-Édouard qui sont en train de faire le tour du monde avec ce spectacle-là. On voulait le présenter à salle intimiste et au nombre de billets vendus, je vais devoir le présenter en grande salle parce que ça bouge, c'est du folklore.
C'est très bon au niveau musical, c'est vraiment solide. C'est 3 jeunes qui ont étudié ensemble, qui ont décidé de faire un album, et là, ils font le tour du monde. Ils sont partout sur la planète, donc il ne faut pas manquer ça. Ce sera le 1er décembre. Le lendemain, on va accueillir une madame, une grande dame du théâtre et de l'humour au Québec, c'est Pauline Martin, qui s'en vient avec la pièce Irène sur Mars. Qu'est-ce que ça raconte, Irène sur Mars? Les enfants veulent placer leur mère dans un foyer. Elle donne son nom pour la première mission sur Mars. Elle est choisie. Donc, c'est pas du tout une pièce qui est triste. Vous allez en rire une bonne shot. Donc, achetez vos billets parce que là aussi, ça commence à se remplir joyeusement. Donc, ça, c'est le lendemain, c'est le 2 décembre à la salle Jean Cossette avec Pauline Martin. On va terminer la saison avec Sarah Toussaint-Léveillé. Sarah Toussaint-Léveillé, qui est la fille de François Léveillé, qui nous présente son tout premier album aussi. Beau petit spectacle intimiste, 3 musiciens. Ça va vraiment être bon. Et c'est un vendredi soir, c'est le 8 décembre. Donc, ça va être une belle découverte aussi. Là. Elle commence à tourner énormément. Et je vais terminer peut-être en vous parlant, on a parlé de Nicolas Noël tantôt. Nicolas Noël, si vous voulez avoir des billets, achetez-les tout de suite parce qu'il y a 20 de rabais avec Avantage membre Desjardins. Donc, vous payez vos billets vraiment pas cher. Donc, grâce à Desjardins, on peut venir voir le spectacle pour les enfants et les parents. C'est un petit peu la collaboration qu'on fait avec eux aussi. Donc, les billets disponibles, www.diffusionmordicus.ca en ligne. Vous pouvez faire imprimer vos billets à la maison ou bien aller directement au Select Hotel. C'est là que se retrouve la billetterie de Diffusion Mordicus. Et on se parlera la semaine prochaine parce qu'on va revenir et là, je vais vous donner 2 beaux scoops de spectacle. Donc, soyez à l'écoute de Bien branché jeudi prochain, dans l'autre semaine, et on va vous dire ça. On a bien hâte. Merci beaucoup, Michel. Toujours une belle variété. Félicitations. Merci beaucoup, Nathalie. Voici maintenant Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia. Chantal, il y a eu une annonce qui s'est faite au niveau régional dernièrement. Bien, dernièrement, ça s'est fait hier pour nous. Et puis, c'est un fonds d'appui au rayonnement des régions. Dis-moi ce que ça veut dire pour nous. Bien, je ne sais pas si les gens se souviennent, on appelle ce fonds-là le phare là, dans le langage. Effectivement, c'est le fonds d'appui au rayonnement des régions. À l'échelle du Québec, si je ne me trompe pas, on parle de 100 millions pour les 5 prochaines années. Donc, chaque région est en train de faire ses annonces. Pour le Bas-Saint-Laurent, effectivement, c'était hier. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises, pour nos organismes, nos municipalités aussi. Pour l'année en cours, 2017, on parle de 2,4 millions, aux alentours de ça, un petit peu plus, pour justement investir dans des projets qui vont... les projets, grosso modo, je ne veux pas faire toute la nomenclature du cadre et tout ça pour le dépôt de projet, mais juste d'en dire, grosso modo, que c'est des projets qui doivent avoir un rayonnement au moins sur 2 MRC. Donc, des projets où il y a des impacts là, au niveau de 2 territoires d'MRC, minimalement. Il y a un premier dépôt de projet qui est prévu dans le Bas-Saint-Laurent pour le 1er novembre. Donc, c'est quand même, ça donne le temps aux gens de se préparer, de planifier des choses. Je sais qu'il y a déjà des projets qui attendent aussi tout simplement d'y aller. Fait que, voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle, effectivement. C'est des bons montants quand même qui peuvent être alloués pour un projet. Il y a des projets qui pourraient aller jusqu'à un investissement de 250 000 par année, par projet. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant, effectivement. Il faut vérifier l'admissibilité, vérifier aussi si on cadre là, dans les priorités régionales qui ont été retenues, tout ça. Mais je pense que c'est ça, comme je vous dis, le site du ministère des Affaires municipales ou directement le service de développement de la Matapédia, puis je pense qu'on va avoir les réponses qu'on a besoin. Et il y a le schéma d'aménagement. Ça n'a pas été accepté par plusieurs, hein, vraiment, là, au niveau du Québec, là. Donc, on parle des orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui encadrent justement les schémas d'aménagement des MRC. Et indirectement ou directement, mais en tout cas, il y a comme une hiérarchie. Donc, c'est les orientations ministérielles, après c'est les schémas d'aménagement des MRC et ensuite les règlements municipaux qui doivent tout cadrer un dans l'autre. On doit tout, c'est intrinsèque, là, on entre un dans l'autre. Effectivement, fait que ça a fait les manchettes dernièrement aussi. Une contestation qui a été faite, sur le processus de consultation, la durée, la période. Ça a été prolongé. Suite à ça, les orientations elles-mêmes sont contestées beaucoup parce qu'il y en a une en particulier qui nous agresse, j'allais dire royalement, mais je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment un irritant majeur. C'est le fait que, grosso modo, on parle de
comme orientation que le gouvernement voudrait qu'on développe davantage les plus grands centres avec les services où la masse critique de population est davantage, au détriment de certaines collectivités plus éloignées ou moins nanties en termes de services et d'établissements, d'infrastructures et tout ça. Et ça, on n'est pas d'accord avec ça du tout. Donc, ça a été fortement contesté. C'est présentement dans l'actualité. Je voulais juste peut-être informer les gens de qu'est-ce que c'est tout ça. Puis je pense qu'en tant que gouvernement aussi, il y a une conscience sociale qui doit être mise en place. Le Québec est immense. Le Québec a des régions incroyables et une population qui est étendue beaucoup, mais ça fait partie de la réalité du Québec. Et je pense qu'il faut en tenir compte aussi dans l'aménagement du territoire que l'on veut. Je pense que le gouvernement, s'il ne veut plus de régions, il faudrait peut-être que le signal soit plus clair que ça. On ne cédera pas beaucoup là-dessus. Je peux vous dire ça qu'on va mettre en œuvre pour ne pas se faire organiser. On a tout le discours de gouvernance de proximité, là, on se demande où ce qui est rendu. Donc, on surveille, on veille au grain, comme on dit. On est là-dedans. Et parlant de veiller au grain, eh bien, faut veiller à notre caserne d'incendie ici parce que ça a besoin d'un petit peu de réflexion. Bien, je vais faire un petit historique rapide. On sait que la caserne incendie, là, on parle de celle d'Amqui, évidemment. Caserne incendie qui est directement liée avec le garage municipal de la ville d'Amqui. Donc, au départ, c'était un projet où on faisait une amélioration. La ville d'Amqui manque d'espace pour son garage municipal, devait agrandir et la caserne devait aussi faire des travaux de restauration, de rénovation là, pour faire un bâtiment beaucoup plus conforme, plus répondant plus aux besoins aussi, autant du service incendie qu'au niveau du garage municipal. On se souvient qu'il y a eu des inondations ce printemps. Dans l'analyse du dossier aussi, il y a eu d'autres affaires qui sont prises en compte. Particulièrement, une caserne, ça ne peut pas se construire n'importe comment. Il y a des normes particulières au niveau des séismes et des choses. Fait que c'est toutes des choses qui ont sorti dans l'analyse du dossier. Et on s'est aperçu rapidement que, d'un commun accord avec la ville d'Amqui, de dire, bien, on a une problématique, puis on peut peut-être plus rester ensemble. Faire du chemin là-dessus aussi, il faut se souvenir que le service incendie de la MRC, de la Matapédia, est régionalisé. Le service est tout géré par la MRC. La particularité, c'est que chacune des casernes incendie du territoire de la MRC appartiennent aux municipalités. Le service incendie, on en fait la location. D'où le projet de la ville d'Amqui. Donc, la caserne leur appartient. Tant qu'à faire le projet, ils regroupaient tout ça. Et ils avaient reçu un accord d'un programme d'aide financière du gouvernement du Québec pour leur donner un coup de pouce pour faire les travaux. Comme je vous dis, avec la réflexion, avec les analyses et avec les éléments qui sont arrivés, on a dû prendre une décision et d'un commun accord, on va construire une caserne à Amqui, une autre caserne dans un autre endroit. Je ne peux pas vous dire encore où. C'est tout en analyse. On est en train d'évaluer tout ça. Par contre, le garage municipal n'aura pas besoin d'agrandissement. Ils vont pouvoir prendre l'espace caserne pour faire les travaux qu'ils ont à faire. Il y a des rénovations à faire et tout ça. Donc, il fallait scinder. Dans le fond, le projet, au lieu d'en faire un, en devient deux. On a fait nos devoirs au niveau gouvernemental. Il y aura des subventions. On a eu des confirmations qu'on pourrait là, avoir aussi de l'aide là-dessus et tout ça. Fait qu'on est vraiment en travail là-dessus. Mais je vous dirais qu'éventuellement, c'est sûr que la caserne d'Amqui a une particularité qui est beaucoup de véhicules sont là. C'est la caserne qui sort la plus souvent sur le territoire. Géographiquement, on sait qu'Amqui est comme le centre aussi. Fait qu'il y a tout ça. Le service incendie, il est permanent. On en a 5 pompiers permanents là, sur le territoire. Il n'y en a pas beaucoup. Les autres, c'est des volontaires et non moins négligeables, je tiens à le préciser. Parce que je vous dirais que si on avait juste 5 sur les interventions, ça serait vraiment compliqué. Ces permanents-là assurent juste leur bureau, là, je dirais leur travail administratif et tout ça se fait à partir justement de la caserne. Donc, ils vont aussi être là. Fait qu'on va vous tenir au courant de l'avancement, tout ça. Mais je tenais, dans un premier temps, peut-être à informer les gens de cette réalité-là, de cette situation-là, pour, si vous entendez parler de ça, vous saurez un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et il y a aussi des routes qui sont pas toujours faciles à entretenir. On parle de la 195, entre autres.
Bien, la 195, ça fait des années que les élus, les gens se plaignent et les élus font des revendications pour qu'il y ait des travaux, évidemment. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est quand même plusieurs kilomètres aussi. Donc, il y a une planification qui est faite sur plusieurs années. Avec les élus, on s'est dit comment on peut faire bouger les choses pour qu'en plus de cette planification, il y ait quelque chose qui se fasse plus concrètement, un budget débloqué ou des travaux qui se feraient de façon, en tout cas, des parcelles plus longues aussi, parce qu'on fait par petites sections. Selon les travaux à faire. Et nous, on aimerait que ce soit beaucoup plus intensif, beaucoup réduit dans le temps aussi. Ouais. Donc, on travaille là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Là, enfin, il faut mettre de la pression, fait qu'on fait ça aussi. Il faut voyager en sécurité, là, ça va être le temps. Et puis, il y a quelque chose qui s'en vient, qui est très important, c'est la préfecture, les élections. Oui. Les élections en général, parce que, oui, il y a le poste de préfet, mais il y a aussi tous les postes des conseillers, des maires, mairesses. Alors, quand est-ce que ça va se passer? Le 5 novembre, c'est l'élection générale, là, tout au niveau municipal. Évidemment, il va y avoir, là, sous peu, vous allez avoir de l'information là, dans les médias par rapport à des votes par anticipation. Hein, il y en a toujours là-dedans. Mais c'est plus pour inviter les gens à déjà planifier ça. Et la période de mise en candidature débute bientôt. 22 septembre au 6 octobre. Donc, les gens sont invités à déposer leur candidature, peu importe le poste là, qui les intéresse. Moi, je pense que c'est un défi qui est intéressant. J'invite les gens. S'il y a des gens qui ont des questions ou quelque chose, au niveau de la préfecture, c'est Joël Tremblay, au niveau de la MRC, qui peut être un outil d'information qui peut vous guider aussi, tout ça. Au niveau des conseils municipaux, chaque municipalité a son directeur d'élection aussi. Donc, contactez votre municipalité. Sur Internet, il y a plein d'informations. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi ça. Puis c'est un moment important. Personnellement, je le prends très au sérieux. Mais là, on sait que... Est-ce que c'est encore un moment très important pour toi? Personnellement, là, tu veux savoir si je relance ma ligne à l'eau. Effectivement, oui. J'ai fait le choix, j'ai réfléchi longuement. C'est des gros défis. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ce que je fais me passionne encore. Je ne pense pas avoir été au bout de ce que j'ai fait. Au contraire, mon deuxième mandat a été très prolifique. En tout cas, personnellement, je pense qu'il y a des beaux projets, il y a des réalisations qui se sont faites sur le territoire, puis même à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Puis je pense que j'ai eu une petite influence au niveau du Québec aussi. Ça, c'est pas négligeable. Moi, mon but, c'est de faire rayonner la Matapédia. Je le fais dans la mesure de toutes les possibilités que j'ai. Puis je pense que je suis encore une bonne ambassadrice et j'ai surtout encore la flamme. Donc oui, je serai sur la liste de candidats. Alors, la suite, on la verra ensemble. Voilà. Et la preuve que tu es une fière ambassadrice, tu as un petit autocollant sur ton auto. Mais je ne sais pas s'il est déjà là. Oui, effectivement. On ne le voit pas beaucoup, celui-ci. C'est un autocollant qui est autostatique qu'on appelle pour coller soit dans la fenêtre de la voiture. Quelqu'un qui a un commerce peut le coller dans la fenêtre de sa porte d'entrée, peu importe. Mais on va le voir mieux sur celui-ci. Je vais essayer de ne pas le cacher. C'est une petite campagne avec les nouvelles couleurs qu'on s'est données comme image. Hein. On se souvient, le logo de la MRC a été rafraîchi. On a retravaillé sur notre image et tout ça. Donc, effectivement, c'est le petit autocollant pour monsieur, madame, la citoyenne, pour dire « Je suis un fier habitant, impliqué, ambassadeur de la Matapédia ». Donc, on peut... moi, celui-ci, je l'ai mis, par exemple, sur mon agenda, sur mon ordinateur, sur des outils comme ça, pour afficher fièrement ma provenance et mon implication. Mais on voit aussi que c'est un outil qui peut être plaisant pour quand on se promène. Hein, on voit ça. Et on voit aussi qu'il est écrit lamatapédia.ca. On voit le petit .ca ici qui fait référence au site Internet que les gens, on les invite à aller visiter. Et évidemment, je suis la Matapédia. On est tous la Matapédia parce que la Matapédia, elle reflète ce que nous, on est. Et on est là. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on a choisi la Matapédia. Donc, j'invite tout le monde, si vous en voulez, si ça vous intéresse, Service de développement de la MRC de la Matapédia, on contacte Mme Isabelle Pinard.
Donc, on en a, puis quand on n'en aura plus, on en fera d'autres. Alors, c'est sur ça qu'on termine cette belle entrevue. Merci beaucoup, Chantal, encore pour ton temps, ton dévouement, et puis d'être aussi fière de la Matapédia. Mais au plaisir. Merci. Cette année encore, nous aurons la chance de magasiner local avant les fêtes grâce au Salon des artistes et artisans qui vous réserve de belles surprises. Pascal, on est ici pour parler du Salon des artistes et des artisans. Ça va avoir lieu quand cette année? En fait, c'est la 18e édition en 2017. Ça va avoir lieu les 10, 11, 12 novembre. On est décalé d'une semaine cette année par rapport aux années précédentes à cause des élections municipales. Bon, une fois aux 4 ans, on est bougé un petit peu dans nos dates. Ça va être encore une belle édition. On attend plus d'exposants cette année que par les années passées parce qu'on a une nouveauté en 2017. C'est-à-dire qu'on a un nouveau partenariat avec le marché public matapédien. On va réserver un espace et 8 kiosques à des exposants dans le secteur agroalimentaire. Donc, il va y avoir un mini marché public matapédien à même le Salon des artistes et des artisans. Ça ne diminuera pas le nombre d'exposants artistes, artisans, producteurs dans d'autres disciplines. On va avoir 40 exposants au lieu de 32 cette année. Donc, pour nous, c'est une belle évolution. Puis ça va être un beau... ça nous promet déjà une belle édition du Salon. Et c'est jusqu'à quand que les exposants peuvent remettre leur candidature? On est présentement en pleine période de dépôt des dossiers. Donc, on reçoit les dossiers jusqu'au 29 septembre 2017. C'est important pour les exposants qui veulent soumettre un dossier de nous transmettre toutes les informations nécessaires pour qu'on sache bien qu'est-ce qu'ils produisent, c'est quoi leur discipline, leur pratique, qui nous mettent du visuel, qui mettent le plus d'informations possible pour qu'ensuite de ça, le comité de sélection puisse faire un choix éclairé. Puis, parallèlement à ça, on va compléter la période d'inscription fin septembre. Puis, on prépare aussi encore cette année une programmation d'activités qui va se tenir pendant les journées du salon. Ça va être des activités variées, familiales, artistiques. Donc, on est en train de travailler là-dessus, puis on a très hâte de dévoiler tout ça. Alors, il va y avoir plus de détails prochainement là, dans une autre entrevue qu'on va avoir ensemble. Et puis, y a-t-il encore une possibilité de payer avec sa carte de crédit cette année? Oui, c'est quelque chose qu'on a instauré il y a quelques années qui est très apprécié autant par les exposants que les visiteurs. C'est quelque chose qu'on va ramener encore cette année pendant le salon. Il y a le bistrot l'Oasis de l'école secondaire Armand-Saint-Onge qui va encore être sur place pour offrir un petit espace bistrot, un petit espace café, autant aux visiteurs qu'aux exposants. Donc, on essaie de continuer sur les bonifications qu'on a apportées dans les dernières éditions pour essayer d'offrir un événement qui soit à la hauteur des attentes et des besoins de la population. Alors, on rappelle la date limite pour le dépôt de candidature. Oui, ça va être à déposer au plus tard le 29 septembre. Okay. Et puis, c'est toujours toi qu'on contacte pour le faire. Oui, contactez-nous directement à la MRC. Il faut aussi contacter Mélanie Paquette à la SADC. C'est un événement qui est co-organisé, dans le fond, par la MRC et par la SADC. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, Pascal. Merci. Vous aimeriez vous aussi être un artiste? Peut-être que les ateliers de peinture offerts par Rayon de partage seraient pour vous. Voici Nani Godet qui vous y invite, entre autres choses. Nani, on est à côté de votre nouveau véhicule. Ça fait quand même pas longtemps que vous l'avez. À quoi ça sert exactement? Bien, ça faisait longtemps que l'idée mijotait, puis on a fait des démarches pour l'acquisition de la voiture pour principalement les groupes d'entraide. On a 3 groupes d'entraide de formés à Rayon de partage, un à Sébec, un à Cozapscal et un à Amqui. Puis, les gens se réunissent une fois par semaine, puis une fois par mois, les gens font une sortie à l'extérieur pour socialiser, briser l'isolement, reprendre confiance en soi. Alors, pour les sorties, un véhicule 7 passagers, c'était vraiment un besoin. Alors, on a rassemblé les partenaires financiers, on a travaillé longuement sur le projet. Puis voilà qu'au printemps dernier, on a pu dévoiler ça à la population que Rayon de partage avait acquiert une voiture. Et elle a déjà été fort utile, hein? Certainement. Puis pour l'automne qui s'en vient, les groupes d'entraide vont redémarrer bientôt. Puis on veut dire aussi à la population qu'il y a encore de la place pour participer à ces groupes-là.
à Sébec, à Cozap et à Amqui. Puis il y a du covoiturage qui peut être organisé. Dans le fond, les gens ont seulement qu'à nous appeler, puis sont les bienvenus dans ces groupes qui font du bien à notre santé mentale. On peut parler d'un exemple. Ce véhicule s'est rendu même à Percé. Certainement, ça c'est dans le cadre d'une activité de groupe. Fait que c'est pour vous dire comment Rayon de partage, on élargit nos activités. Il y a beaucoup d'activités locales, mais une fois par année, oui, on va à l'extérieur. On a planifié ce voyage-là tout au long de l'année. Puis ce fut extraordinaire. Et là, prochainement, il y a des ateliers qui vont recommencer pour la population. C'est les ateliers de peinture. Oui, toujours en collaboration avec le RECEM, le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia. C'est avec l'artiste peintre Sylvie Dessureau, que plusieurs connaissent. En fait, les groupes de peinture, il y en a le lundi, il y en a le mercredi. On a 4 groupes en tout. C'est d'une durée de 3 heures. Puis, on a peinture à l'acrylique, peinture à l'huile aussi. Sur bois, sur toile, il y a différents médiums qui sont utilisés. Alors, les gens qui sont intéressés nous contactent, puis on voit à ce moment-là s'ils sont débutants, sont avancés, puis quel groupe qui est préférable selon leur disponibilité aussi, là. Et pour pouvoir participer aux ateliers, évidemment, il faut s'inscrire. Certainement, les gens nous contactent ici à Rayon de partage dans le 418-629-5197. C'est à coût minime, puis on peut aussi faire l'essai gratuitement. S'il y a des gens qui disent « Ah ben moi, j'en ai jamais fait, je le sais pas », bien appelez-nous, puis on va vous organiser quelque chose pour que vous puissiez venir essayer. On a plein de matériel qu'on peut vous prêter. Vous venez essayer une fois ou deux, puis après ça, vous voyez si vous voulez continuer. Et pour continuer vos activités, bien, ça prend du financement et on peut parler de Centraide, hein? Oui, bien, en fait, l'occasion est belle. On est en septembre pour dire aux gens que la campagne de Centraide débute bientôt. Plusieurs organismes de la région vont soit cogner aux portes ou encore vendre des galettes. Il y a différentes formes là, pour recueillir les sous des gens. Puis on sait que les Matapédiens sont très, très, très généreux. Puis la beauté dans tout ça, c'est que les gens donnent $1, mais il y a au-delà de ça qui revient dans la région. Fait que c'est toujours important de le mentionner parce que soyez assurés que c'est vraiment un investissement social que vous faites, contrairement à d'autres causes qui sont très bonnes, mais des fois, ça revient moins en région. Soyez assurés que le milieu matapédien, les organismes bénéficient énormément du financement, finalement, de Centraide. Alors, merci beaucoup, Nani, et puis on va pouvoir continuer de se voir pour pouvoir faire la promotion de toutes vos activités. Merci. Merci beaucoup. Sébec s'est encore surpassé pour les Journées de la culture. Ginette Lemieux vous dévoile ce qui vous a été préparé. Les Journées de la culture, évidemment, à Sébec, on célèbre ça comme à chaque année. Et cette année, il y a eu une idée qui est ressortie assez spéciale. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Alors, on sait qu'à Sébec, c'est notre 11e année qu'on célèbre les fêtes des Journées de la culture. Mais cette année, c'était le thème du patrimoine. Alors, on se demandait qu'est-ce qu'on ferait, étant donné qu'on est maintenant à la gare au niveau de la culture. Alors, quelqu'un a lancé l'idée au niveau du conseil d'administration, ce serait le fun qu'on vive une journée à la gare, comme dans les années 50 à peu près. Et de là, ça a germé, les gens en ont discuté, et hop, il est apparu une nouvelle idée de faire ça, mais sous forme de film. Alors, c'est toute une aventure dans laquelle on s'est embarqué à ce moment-là, parce que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont été impliqués là-dedans. Oh oui, on a eu des acteurs, on a eu des figurants, on a eu recours à beaucoup de photos aussi, des photos, pas des photos nécessairement anciennes, surtout des photos là, à partir du moment où la gare a été plus nommée patrimoniale. Puis, ça fait que dans le film, on fait un petit zoom sur la création de la gare, là, comme elle est présentement, et par après, bien, à partir du moment où c'est devenu Maison de la culture, bien là, on veut vraiment faire dans notre film, on se dit peut-être que ça va servir de publicité, peut-être que ça deviendra et ensuite de ça, bien, la journée en 1950, bien là, les gens sont costumés en 1950.
On a eu recours à des chevaux, on a eu recours à un drone, on a eu recours à... On est allé même à Amqui filmer l'embarquement et la descente du train. Avec le Linwood. Avec le Linwood. Alors, c'était vraiment spécial. On a eu 4 journées de tournage. Puis là, cette semaine et la semaine prochaine, là, on est en plein montage. Et ça va être prêt pour les 29, 30 et 1er octobre. Comment ça va être présenté à la population? Bon, ça va être présenté le 29, le vendredi, aux étudiants des écoles. Alors, on a ciblé comme clientèle la fin primaire, début secondaire. Alors, en principe, ce sont des élèves de 5e, 6e année et des élèves de première secondaire. Au niveau du secondaire, on ne sait pas trop encore si ça ira en 2 aussi, mais en tout cas, on est à finaliser cet aspect-là. Mais il y aura 4 présentations dans la journée du vendredi. Et le vendredi soir, on veut se déplacer avec l'activité régionale. Et le dimanche, on va le présenter à la population. Alors, tout le monde sera invité à 1h30, 13h30 dimanche pour voir le film. C'est bien sûr, quand on écoute un film, on a du popcorn. Alors, on aura l'ambiance de film et popcorn. Alors, on a eu la collaboration de La Clé de Sol qui nous prête une télévision pour les projections. Les gens qui ont filmé sont des gens de chez nous, M. Auclair, puis sa dame de Valbriand, qui ont collaboré. Alors, je pense qu'on a eu beaucoup de collaborations de toutes sortes de monde pour nous aider à faire ce film-là. Et ça va être où exactement dans la salle? C'est ici. Okay. Ça va se passer ici, même dans la salle. Quand les étudiants vont venir, les gens qui sont acteurs dans le film seront ici, assis aux mêmes endroits qu'ils l'étaient pendant le film. Et ils vont voir les gens costumés. Ils vont pouvoir faire le lien. Puis peut-être même découvrir que quelqu'un avait un accessoire de costume une journée qu'il n'y avait pas l'autre journée. En tout cas, on va trouver des points d'intérêt pour les jeunes aussi en même temps. Et après la projection, est-ce que ça va être possible de pouvoir visionner sur DVD le film? Oui, bien, M. Auclair se propose de nous faire un Blu-ray puis DVD. Alors, on ne sait pas encore s'il y en aura disponible pour vendre, mais on se questionne aussi, est-ce qu'on mettra ça sur YouTube? On ne sait pas. Alors, tout est à développer là, au fur et à mesure là, des événements. Et maintenant que la Maison de la Culture est ici à la gare, comment ça se passe? Bien, ça se passe bien parce que cet été, on a eu, la caboose a bien fonctionné. On a eu tous les vendredis, il y a eu beaucoup de monde. Les visiteurs qui sont venus pour les séances d'interprétation ici, c'était bien aussi. La vente de produits du terroir. Et là, on se propose, on est en train de travailler sur une programmation d'automne. On sait qu'on aura des ateliers de théâtre, ateliers d'écriture, le petit café, on va essayer d'amener des gens au café, c'est-à-dire soit venir jouer des jeux de société, jouer aux cartes. On veut que les gens s'habituent à venir. Notre thème, c'est tout le monde à bord, on veut que tout le monde embarque. En tout cas, c'est bien parti. Félicitations pour toute cette programmation. Bravo. Merci beaucoup. Avant de terminer, nous tenions à souligner l'excellente nouvelle pour la formation cadette de volleyball de l'Assaut d'Amqui. L'équipe a été sacrée équipe de l'année féminine de développement 16 ans et moins au Gala d'excellence 2017 de Volleyball Québec. Toutes nos félicitations. Pour vous tenir informé sur la politique municipale du cœur urbain de la Matapédia, suivez les séances du conseil municipal de la ville d'Amqui. La séance intégrale vous est présentée le samedi suivant sa tenue. Vous pouvez également visionner les plus récentes séances directement sur notre site Internet au www.tvcmatapedia.com dans la section Émissions. Restez bien informés sur ce qui se passe dans la vallée grâce à la TVC Vallée de la Matapédia. C'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. Nous sommes repartis pour une saison très mouvementée, de nouveaux équipements, une nouvelle directrice que nous vous présenterons bientôt. Et comme toujours, si vous avez un événement à promouvoir, téléphonez-moi au 88 629 4503 et demandez Nathalie. Et évidemment, je vous souhaite la meilleure des chances au Télébingo ce dimanche à 12h30, 500 $ pour la carte pleine. Bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.